Jean-Robert Pitt, c'est un professeur d'université, c'est un ancien président d'université, de l'université Paris IV, et il est aujourd'hui en charge d'une délégation particulièrement lourde, sensible, qui est la délégation interministérielle à l'orientation. Les deux termes d'orientation et d'interministériel suffisant à montrer l'acuité des sujets et la difficulté qu'il peut y avoir à les traiter. Sans doute ces titres-là seulement justifieraient-ils qu'il soit parmi nous ce soir, mais c'est sur un tout autre registre que nous allons nous situer. Parce que professeur d'université, certes, mais original. Original par les centres d'intérêt qu'il a développés, et il nous en exposera ce soir certains de ces aspects. Original aussi parce que c'est un homme de projet et de projet à risque. Le premier de ces défis qu'il a relevé, c'est celui d'avoir réussi à porter le classement de la gastronomie française au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Il fallait d'abord en avoir l'idée, il fallait ensuite avoir l'opiniâtreté et la conviction de le faire aboutir. Homme de projet, il l'est aussi dans la proximité immédiate, puisque j'évoquais tout à l'heure les projets de Ferrières, dont il est aussi l'ambassadeur, si je puis dire, et dont il a été la cheville ouvrière du rattachement de ce projet au sein du cluster du Val d'Europe. Enfin, c'est un homme de projet, puisque je sais que dans les heures qui viennent, il devrait s'envoler vers Shanghai pour voir de quelle manière dupliquer, j'allais dire, des actions qui sont en cours de consolidation en France et dans l'Est parisien, il en parlera peut-être, puisqu'il s'agit rien de moins que de voir de quelle manière des cités de la gastronomie peuvent se développer dans d'autres pays à l'image de ce qui s'est fait ici. Donc merci Jean-Robert d'avoir trouvé le temps de faire le détour par ici. Tu étais là ce matin, mais tu reviens cet après-midi. C'était très important pour nous de pouvoir t'entendre et de bénéficier de ton intervention. Donc une quarantaine de minutes et puis un débat, étant entendu que vers minuit, il faudra fermer. Merci. Je vais... Bien, alors, avant de vous laisser la parole, je vais faire ma toute petite introduction. Donc, très tôt, le vin a été considéré comme une boisson spéciale, euphorisante, capable de faire le pont entre les hommes, mais aussi entre les hommes et les dieux. Le vin ne rime-t-il pas d'ailleurs avec divin ? Dionysos, le dieu grec de la vigne et du vin, ou encore Bacchus, son équivalent romain, sont connus de tous. Le psaume 104 de l'Ancien Testament nous dit que le vin réjouit le cœur des hommes et fait, plus que l'huile, resplendir leur visage. Et que dire des noces de Cana durant lesquelles Jésus transforma l'eau en vin ? Justin, historien romain du IIIe siècle, écrit que les peuples méditerranéens commencèrent à sortir de la barbarie quand ils apprirent à cultiver l'olivier et la vigne. C'est dire si le vin est un pilier de notre civilisation. D'un point de vue technique, la viticulture est une activité agricole qui consiste à cultiver la vigne en adéquation avec le terroir afin de produire du raisin. La viniculture concerne l'élaboration du vin. Le raisin qui n'est pas consommé comme raisin de table ou fruit sec est pressé pour donner du jus de raisin. Ce jus sera transformé en vin par le subtil moyen de la fermentation alcoolique appelée vinification. La viniviticulture désigne la réunion des deux activités. D'un point de vue économique, le secteur vitivinicole regroupe les vignerons et les viticulteurs. Le vigneron assure la totalité de la production de vin, du cep de vigne à la vinification en passant par la mise en bouteille. Le viticulteur cultive la vigne, mais se décharge de la vinification auprès d'une cave coopérative. En quoi cette activité agricole peut-elle avoir une partie liée avec le tourisme ? Si les anglo-saxons ne s'encombrent pas de subtilité en parlant de « wine
tourisme, la rencontre entre le vin et le tourisme nous invite à distinguer deux choses. D'une part, le lien tourisme et vin, et d'autre part, le lien vin et tourisme. Le lien tourisme et vin est une variante de l'agritourisme. Atout France le qualifie de tourisme vitivinicole. L'enjeu consiste à attirer les touristes et les excursionnistes dans les vignobles pour les inciter à découvrir le terroir, les cépages, les modes de vinification et visiter les caves. Pour les viticulteurs et les vignerons, ces visites leur permettent non seulement de valoriser et de faire connaître directement le fruit de leur travail, mais surtout de doper leurs ventes. En France, seul un visiteur de cave sur 10 repart sans avoir acheté. Vu sous cet angle, le tourisme est essentiellement un tourisme d'itinérance de type route des vins ou un tourisme de randonnée à travers les vignobles. Il met en scène un lien horizontal qui caractérise un lieu et une pratique, le tourisme dans les vignes. Il sert de support de notoriété aux vignerons et aux viticulteurs et met en avant des réussites individuelles. Le lien vin et tourisme est plus dense. Il considère le vin comme un produit culturel, comme un marqueur identitaire et donc comme un produit authentique, exclusif, issu de l'alchimie unique et complexe entre un cépage et une qualité de terroir. Dans cette logique, le vin engage non seulement un producteur, mais tout un terroir, voire un pays. Le tourisme permet alors de constituer une base économique autour du vin avec pour levier le vin et non uniquement le vignoble. La mise en tourisme du territoire appelle cependant une construction d'une offre touristique dense, complexe et devient l'affaire des professionnels du tourisme. Le lien vin et tourisme met en scène un lien vertical entre de nombreux acteurs et désormais un spectre d'activités plus ample et intelligible. Il y a les activités liées à la connaissance du vin et à la pédagogie du goût. On y trouve donc les stages d'œnologie pour apprendre à le boire, à le célébrer, voire pour les plus fins palais, à le qualifier. Il y a également les stages de dégustation pour apprendre l'accord entre les mets et les vins. Les restaurants gastronomiques sont des lieux privilégiés d'application, mais aussi les bars à vin. Il y a les activités liées au patrimoine, comme les musées ou les écomusées. Il y a l'animation économique des vignobles, par le développement d'une offre en tourisme d'affaires et pour les plus doués de produits de bien-être et de vinothérapie. Il y a aussi la valorisation à l'international par le biais des salons professionnels, des foires ou des ventes aux enchères. Il y a enfin les hébergements et toutes les activités réceptives et de touristique traditionnelles. Ici, le trait commun est la valorisation par la qualité de l'offre et par sa différenciation. Le vin est connu comme une expérience et sert de support aux émotions et aux souvenirs. Comme l'écrivait Paul Claudel, le vin est le professeur de goût et en formant à la pratique de l'attention intérieure, il est libérateur de l'esprit et l'illuminateur de l'intelligence. Le dernier mot reviendra à Pline l'Ancien qui, en 3 mots, résume l'essentiel, in vino veritas. Il ne me reste plus qu'à vous passer la parole, Jean-Robert Pitt. On va passer aux questions peut-être, puisque l'essentiel non, parce que je pense que l'objectif, c'est vraiment d'avoir, vous, votre perspective, votre expérience sur le sujet. Je ne savais pas que ça se passait comme ça. Mais très bien. Pardon pour mon retard. Bonsoir à tous. Merci Bernard de ta présentation. Donc, puisque c'est le cluster tourisme, il était donc important de lier le sujet sur lequel j'ai déjà beaucoup parlé et écrit, qui est celui de la géographie du vin au tourisme. Ce n'est pas un sujet tout à fait neuf en France. Nous ne sommes pas non plus les meilleurs dans ce domaine. Nous dormons un peu sur une mine d'or. La France a un potentiel extraordinaire en matière de tourisme. Elle a une image, en matière de vin, pardon, elle a une image magnifique dans le monde entier. Est-ce qu'elle correspond totalement à la réalité ou est-ce qu'elle est parfois un peu surfaite? C'est vrai dans tous les domaines, hein, et dès qu'on touche la question de la réalité et de l'image dans le domaine du tourisme, on tombe sur ce problème. Et je vais essayer de donner un certain nombre d'exemples et d'approfondir, mais ce qui est sûr, c'est qu'on pourrait bien mieux développer le no-tourisme en France si l'on voit ce qui se passe dans certains pays. Je pense à un film que vous avez dû tous voir il y a quelques années, qui se passait aux États-Unis, qui est sorti en même temps que Mondovino. Mondovino était une charge un peu brutale et manichéenne contre une certaine manière de voir la mondialisation dans le domaine du vin. Il y a beaucoup à boire et beaucoup à laisser dans ce film, mais en même temps est sorti un film qui s'appelait Sideways. Je ne sais pas si vous l'avez vu, sinon vous auriez intérêt à le voir. Je pense à la jeune génération qui est là dans la salle, parce que ça se passe sur la route des vins en Californie, dans la Napa Valley, et on voit deux jeunes Américains un peu paumés retrouver le goût à la vie au travers
du bon pinot noir de ces wineries de Californie. Et on voit comment, au travers du film, enfin le film, c'est pas le but du film, le but c'est de montrer que le vin aide à retrouver la voie de l'amour, ce qui est formidable. Mais au-delà, on s'aperçoit très bien que le tourisme œnologique est magnifiquement bien organisé en Californie, comme il l'est dans la plupart des pays anglo-saxons, comme il l'est en Nouvelle-Zélande, par exemple, du Sud, en Australie, et que la France a bien des progrès à faire. Il y a des régions dans lesquelles il est bien difficile de loger. Si vous voulez aller faire du tourisme, aller chez les vignerons, il faut les trouver. Aller à Bourgueil, à Chinon, en Anjou, à Vouvray, vous ne les trouvez pas facilement. Et ensuite, il faut loger. Et là, c'est la croix et la bannière. Il faut manger aussi, c'est pas toujours facile. Donc, c'est pas très très bien organisé partout. Il y a des régions, bon, disons-le tout de suite, une région comme l'Alsace qui a été pionnière pour plein de raisons au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et qui a créé une très belle route des vins, très bien organisée collectivement et individuellement, avec beaucoup d'initiatives et beaucoup de paysages et de lieux très très attractifs pour les touristes. Mais ça n'est pas vrai partout. Donc, on a un certain nombre de progrès à faire. Alors, quel est l'intérêt d'organiser, ou du moins de proposer, des produits touristiques autour du vin? Eh bien, vous l'avez dit dans votre introduction, le vin est d'abord une boisson de culture. Et dans l'acte touristique, il y a de la culture, il n'y a pas que ça. Il y a des gens qui vont sur une plage, que cette plage soit n'importe où, à la Guadeloupe, aux Maldives ou à l'île Maurice, ça n'a pas d'importance. Ce qu'ils veulent, c'est des cocotiers, la plage de la mer bleue et du ciel bleu, l'odeur de l'ambre solaire et un pagne polynésien. Et ça leur suffit où que ce soit. Et vous avez ce tourisme dupliqué à travers le monde, partout. Et ça correspond à un besoin, après tout, on ne va pas apporter de jugement, simplement on a le droit tout de même de penser que ça ne va pas très très loin en matière culturelle et que surtout ça encourage une certaine façon de vivre la mondialisation qui n'est pas la meilleure. Pourquoi ? Parce que si la mondialisation c'est l'uniformisation du vêtement, de la langue, de la boisson, Coca-Cola, de l'alimentation, McDo, de la musique, de la littérature, du cinéma, etc., ça vaut vraiment plus la peine de vivre sur cette terre. On va s'ennuyer prodigieusement, et surtout, ça ne vaudra plus la peine de se déplacer, puisque de toute façon, même si qu'on fasse 50 km, 500 ou 5000, si c'est pour trouver la même chose, c'est vraiment dommage. Or, qu'est-ce qui est intéressant dans le tourisme, et qu'est-ce que la France peut développer dans ce domaine-là? C'est précisément un tourisme fondé sur la différence, mais non pas la différence comme une sorte d'exception culturelle qu'il faudrait protéger, enfermer dans des frontières ou dans des barrières, mais une différence qui est une valeur que l'on veut faire partager à autrui. Et moyennant quoi, on s'invite chez l'autre aussi pour aller voir sa propre personnalité, ses propres paysages, sa propre culture, sa propre langue, etc. Et donc, c'est ça qui fait l'intérêt du tourisme, c'est d'être en permanence surpris. Les gens qui ne sont plus surpris dans la vie, y compris dans la vie quotidienne, dans le travail, s'ennuient prodigieusement et font de la dépression. Donc comment faire pour que le tourisme soit un enchantement permanent, un réenchantement permanent, une vraie surprise et une stimulation de l'intelligence, du cœur et du dialogue interculturel. Donc ça demande de réfléchir un tout petit peu et d'éviter aussi tout ce qui peut être, alors je parle ici à côté d'un des hauts lieux du tourisme en France, qui précisément est un modèle qu'on a dupliqué dans plusieurs régions de la planète, mais je ne vais pas en parler ici, d'autant plus je crois qu'on n'y boit pas beaucoup de vin, donc on n'en parle pas. Mais incontestablement, ça correspond à un marché, à un besoin et à une attente d'un certain nombre de clients, et pourquoi pas. On ne va pas l'interdire, on peut penser ce que l'on veut, et surtout on n'est pas obligé d'y aller. Donc s'il y a des gens qui y vont, c'est que ça leur plaît. Mais essayons en matière de vin, justement, je crois qu'on peut permettre une forme de tourisme extraordinairement enrichissante à tous égards. Parce que le vin n'est que la ligne à pêche, si vous voulez, au bout de laquelle il y a un fil qui va très très loin. Le vin est un produit qui a, comme vous l'avez rappelé, une très longue histoire, puisque les premiers vins ont été élaborés au Proche-Orient environ 5000 ans avant Jésus-Christ, donc il y a 7000 ans qu'on fait du vin,
et dès le début, tout ce que l'on peut savoir par l'archéologie, le vin produit dans les montagnes du croissant fertile, donc dans le Zagros iranien, dans le Taurus turc actuel, dans les montagnes de Judée, dans le mont Liban, en Jordanie, dans toutes ces montagnes du Proche-Orient entre 500 et 1500 mètres d'altitude, là où il fait plus frais et plus humide, eh bien, la vigne poussait spontanément, alors que les plaines, ce qu'on appelle le croissant fertile, donc vallée de la Mésopotamie, la vallée du Jourdain, la vallée du Nil, les vallées du croissant fertile ont été à l'origine de la céréaliculture. C'est là où on a inventé la culture des céréales. La révolution néolithique pour la partie eurasiatique a pris naissance là. Mais dans les montagnes, il y avait des éleveurs qui élevaient des chèvres et des moutons, et puis il y avait cette plante bizarre dont on s'est aperçu que le jus des petits fruits, au départ c'était les tout petits fruits, en fermentant, donc en le laissant à l'air libre, on ne savait pas ce que c'était que la fermentation, hein, on pensait que c'était les dieux qui venaient transformer ce jus de fruits en une boisson merveilleuse, et merveilleuse parce que, là aussi ça a été dit, parce que euphorisante. Et cette euphorie permet de révéler ce qu'on a de meilleur en soi. Et on s'en est aperçu très vite. Dans les plaines, on utilisait la bière, et c'est intéressant aussi, mais le vin de raisin est apparu comme une boisson beaucoup plus intéressante parce que plus fruitée, plus riche et plus variable dans le temps, donc, et surtout avec cette acidité extrêmement agréable et procurant évidemment donc de la joie. Donc qui dit euphorie dit expression de bons sentiments, donc empathie vis-à-vis de son prochain, et quand on est joyeux, on a envie de partager. Donc le vin est dès le début lié au partage. Le vin étant... alors évidemment, si on en boit trop, et ça tous les textes anciens, lisez la Bible, il y a 400 mentions de la vigne et du vin dans la Bible. Dans la Bible, on dit toujours que le vin est merveilleux, c'est le signe de l'alliance entre le Dieu unique des Hébreux et les hommes. Mais on dit aussi, attention, si vous en buvez trop, vous devenez méchant, vous pouvez blasphémer, etc. C'est ce qui fait penser d'ailleurs à certains exégètes, qu'ils soient rabbins ou qu'ils soient théologiens chrétiens, que l'arbre de la connaissance du bien et du mal du paradis terrestre n'était sans doute pas un pommier, parce que manger des pommes, vous ne vous prendrez pas pour des dieux. En revanche, buvez trop de vin, et là, vous ne savez pas ce qui peut vous arriver. Et c'est sans doute ce qui est arrivé, c'est-à-dire que le serpent a fait boire du vin à Ève, qui a trouvé ça très bon, qu'en a fait boire à Adam, et c'était évidemment une vigne, cet arbre de la connaissance du bien et du mal. En tout cas, le vin rentre dans les religions, donc on a évoqué Dionysos, bien sûr. Dionysos, le vin était dans la religion mésopotamienne, dans la religion égyptienne, dans les tombeaux des pharaons, il y avait des jarres de vin, au début qui n'étaient pas produits en Égypte, qui venaient de la région actuelle de Syrie, Liban, Israël, bande de Gaza. La bande de Gaza était une grande région de production de vin, qui allait vers l'Égypte, et dans les tombeaux des pharaons, qui, vous savez, étaient accompagnés de nourriture et de boissons pour l'au-delà, eh bien, il y avait des jarres de bière d'abord, et après de vin, considérés comme beaucoup plus nobles et beaucoup plus chics. Donc le vin était présent, mais dans la religion grecque, le vin devient un dieu, puisque boire du vin au cours du symposium, le symposium, vous savez, c'est pas la réunion universitaire ennuyeuse, c'est à la fin du banquet, lisez Platon, le banquet de Platon, à la fin du banquet, le chef de table, qu'on appelle le symposiarque, fait tourner une coupe de vin, mêlée à de l'eau d'ailleurs, mais peu importe, fait tourner une coupe de vin entre les participants, et c'est un hommage à Dionysos. Et pendant cette cérémonie, qu'on appelle symposium, le vin devient Dionysos lui-même. Et vous voyez que ça va être repris par une religion qui va naître un peu plus tard, puisque ça naît aux environs du 5e siècle avant Jésus-Christ, qui est le christianisme, qui marie la place du vin dans la Bible, dans l'Ancien Testament, comme lien entre Dieu et les hommes, cadeau de Dieu aux hommes, hein, rappelez-vous Noé, Melchisédek, etc. Et, si vous avez lu ces passages importants de la Bible, et la religion grecque, où le vin est un Dieu lui-même. Et ça donne le christianisme. Vous avez parlé des noces de Cana, c'est vrai, c'est le premier miracle du Christ, mais vous avez à la fin, juste avant la Passion, vous avez l'Eucharistie, et l'Eucharistie, c'est un sacrement créé par Jésus pour les croyants, et qui perdure jusqu'à aujourd'hui, et qui fait, c'est ce qui explique d'ailleurs la diffusion du vin dans le monde, ce qui fait qu'un chrétien sans vin ne peut pas exercer sa religion.
pour dire la messe, on a besoin de vin. Et en plus, il y a l'hospitalité. Mais ça, c'est pas rituel, c'est pas obligatoire. Mais pour dire la messe, qui est indispensable pour un chrétien, eh bien, il faut du vin. D'où cette passion qu'ont eu les chrétiens de diffuser la vigne partout dans le monde. Christophe Colomb avait des petits pots avec des vignes quand il est parti vers les Amériques. Tous les navigateurs, tous les voyageurs, et en particulier les missionnaires qui les accompagnaient, transportaient des plants de vignes pour les planter en arrivant sur les terres nouvellement conquises et où l'on cherchait à baptiser et à christianiser les populations locales. Donc ça explique la diffusion du vin dans le Nouveau Monde, de la vigne et du vin dans le Nouveau Monde, puis en Afrique du Sud, puis ensuite Australie, Nouvelle-Zélande, partout, jusqu'aux confins. Au Japon, la vigne arrive tard. Non, la vigne arrive vers le 5e siècle, mais le vin n'arrive qu'au 19e siècle. En tout cas, donc, la vigne et le vin ont conquis la planète entière. Et aujourd'hui, on peut dire, je ne vais pas insister trop, puisqu'on est quand même, il faut que je parle de no-tourisme, mais aujourd'hui, on peut dire que le vin est dans le monde entier, même dans les pays musulmans, ce qui peut vous étonner, la boisson de culture par excellence. Aujourd'hui, pour quelqu'un, quelles que soient ses origines culturelles, sa religion, boire du vin, ou rêver qu'on va boire du vin, ça c'est pour les musulmans, qui n'en boivent pas sur terre s'ils respectent leur religion, mais qui auront le droit d'en boire au paradis, puisqu'au paradis d'Allah coulent des fleuves de vin. Donc un musulman est crucifié par cette idée que le vin est merveilleux, mais qu'on lui interdit parce qu'on juge qu'il n'est pas capable d'en boire raisonnablement et qu'il risque de devenir ivre et par conséquent de blasphémer. C'est le Coran. Mais n'empêche que le vin est très important dans le rêve de tout musulman qui connaît son Coran. Mais pour tous les autres habitants de cette planète, à partir du moment où ils entrent dans la mondialisation, par leur éducation, par leur métier, parce qu'ils font du business, parce qu'ils font de la politique ou n'importe quoi, ils boivent du vin, et ils boivent du vin peut-être dans un premier temps avec une idée un petit peu snob, un peu comme les Français des années 50 qui ont commencé à boire du whisky, qui trouvaient que ça avait le goût de pharmacie. Je me souviens très bien, j'étais petit, mais quand on offrait un whisky à la plupart des Français dans les années 50 ou même 60, jusqu'en 60, tout le monde faisait la grimace, mais on en buvait parce que c'était dans les films américains, parce que François Sagan l'avait mis en scène dans ses romans, donc il y avait un côté un peu snob. Puis aujourd'hui, il y a des grands amateurs français de whisky qui veulent des whiskies pur malt, etc. Donc c'est rentré non seulement dans les habitudes, mais le goût des Français s'est raffiné vis-à-vis du whisky. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'il y a un certain nombre de gens qui, pour s'alcooliser très rapidement le vendredi soir, boivent du très mauvais whisky et de la très mauvaise tequila et de la très mauvaise vodka, etc. C'est ce qu'on appelle le binge drinking, mais je pense que personne ici ne pratique ce sport qui n'a strictement aucun intérêt, sauf si on a envie d'abréger ses jours. Donc ce qui est important aujourd'hui, c'est que pour un Chinois, pour un Indien, pour un Japonais, un Coréen, pour un Vietnamien, pour un Brésilien, un Mexicain, là il y a une tradition viticole au Mexique, mais pas partout. En tout cas, bon, je cite quelques pays qu'on appelle les BRIC, hein, les pays en croissance aujourd'hui et qui jouent un rôle important dans l'économie mondiale. Boire du vin, c'est accéder à une vision heureuse de la mondialisation. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, vous ne le savez sans doute pas, la Chine, globalement, en quantité en hectolitres, est le 5e producteur de vin au monde. Et 5e consommateur aussi. C'est extraordinaire la croissance de la consommation du vin. Alors ça n'est pas grand-chose. Ça ne fait pour le moment en moyenne qu'1 litre de vin par Chinois et par an. Mais comme ils sont 1,3 milliard, ça fait 1,3 milliard de litres, donc ça fait 1,7 milliard de bouteilles. C'est quand même pas mal. Alors ils boivent pas nécessairement des grands vins. Les vins chinois sont pour le moment plutôt moyens, médiocres, on peut dire. Enfin, moyens, bon, disons moyens, soyons gentils. Ils ne sont pas éblouissants. Mais il y a un certain nombre de Chinois qui achètent des grands vins du monde entier. Pas seulement des vins français. Plutôt des vins rouges parce que ça porte bonheur. Pas parce que ça va avec la cuisine chinoise. Je pense que le vin blanc va mieux avec la cuisine chinoise. Mais on boit du vin rouge, peu importe. Mais alors au début, c'est pareil. Il y a eu les nouveaux riches chinois qui ont acheté du Lafite Rothschild, du Mouton Rothschild, de la Romanée Conti, à n'importe quel prix, et qui buvaient ça, comme ils achetaient les cognacs. Il y a 20 ans, ils achetaient les cognacs, les très grandes cuvées, vous savez, à 1 000 € la bouteille de cognac, et on buvait ça, parfois avec de l'eau chaude, pendant les repas. Il fallait vider la bouteille de cognac pendant le repas. C'est pas extraordinaire, mais
voilà, là, c'était une attitude de nouveaux riches. Aujourd'hui, vous avez des Chinois qui ont réellement les moyens, et pas forcément d'ailleurs les milliardaires, mais qui ont des moyens de se payer du bon vin et qui sont de vrais amateurs. Alors ça a commencé, d'ailleurs c'est intéressant, du point de vue de la géographie, ça a commencé par Hong Kong et par Singapour, et puis maintenant ça gagne toutes les villes de Chine, où vous avez, moi à Shanghai où je vais demain, il y a 5 ans pendant l'exposition universelle, j'ai eu l'occasion de donner des cours dégustation de vin au pavillon de la France. C'est l'ambassade de France qui avait choisi 5 fois 200 personnes de toute génération, parce que la salle ne tenait que 200 personnes, mais les gens se battaient pour avoir une place pour aller dans ces cours de dégustation. Tellement ça apparaissait, on vient au pavillon de la France, il faut absolument qu'on aille goûter les vins de France. Donc c'est une espèce de rêve extraordinaire, et vous trouvez la même chose dans beaucoup de pays d'Asie aujourd'hui, plus l'Inde, et un certain nombre d'autres pays du monde. Donc il y a des pays plus en retard, en général c'est les pays où il y a le niveau d'éducation le moins élevé, la plupart des pays africains, ou certains pays d'Amérique centrale. Donc c'est lié pas seulement aux revenus, c'est lié aussi à l'éducation. Et à partir du moment où on lit, à partir du moment où on est éduqué, à partir du moment où on commence à voyager, eh bien on a envie de boire du vin. Donc ça c'est vraiment très important, c'est que dans le monde entier aujourd'hui, le vin, quel qu'il soit, bénéficie d'une image très 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 positive. Alors essayons de raffiner. Il y a 2 types de vins. Il y en a plein, mais deux grandes familles. D'une part, ce qu'on appelle les vins de cépage, et d'autre part, ce qu'on appelle les vins de terroir. Les vins de cépage, c'est les vins de débutants. Ce sont les seuls pratiquement qu'on a produits en Californie, à quelques rarissimes exceptions près, il y a une dizaine d'années, qu'on a produits au Chili, en Argentine, en Australie, en Nouvelle-Zélande, et en Afrique du Sud aussi largement, donc où on vous vend du Chardonnay, du Pinot Noir, du Cabernet Sauvignon, du Merlot, du Malbec, parce que c'est très à la mode actuellement, un grand cépage bordelais qui n'existe plus à Bordeaux, mais qui est un grand cépage d'Argentine, du Carmener au Chili, vieux cépage bordelais, lui aussi disparu, mais qui est cultivé au Chili. Qu'est-ce qu'il y a encore un peu? Riesling et Gewürztraminer, mais beaucoup, beaucoup moins. Le Chenin, un peu à la mode, et le Sauvignon blanc. Sauvignon blanc, très, très à la mode. Donc vous avez moins de 10 cépages qui ont des goûts très caractéristiques. Même si vous n'êtes pas très connaisseur en vin, si vous buvez un vin de cépage bon marché que vous achetez dans un supermarché aux États-Unis, vous reconnaissez le goût du Chardonnay, d'autant plus que, étant donné les méthodes de vinification aux États-Unis, on arrive à faire des hyper chardonnays très maquillés, très caractéristiques, où vous reconnaissez tout de suite le goût, mais qui sont des vins un peu bodybuildés, si je puis dire, qui n'ont pas de finesse, qui ne font pas dans la dentelle. Par conséquent, et qui sont souvent lourds et très alcooleux. 14 degrés, c'est normal. Or, un chardonnay à 14 degrés ou 14 degrés et demi, avec peu d'acidité et un peu de sucre résiduel, une fois que vous avez bu un verre et demi, vous commencez à vous sentir avachi. Tandis que vous buvez un Puligny Montrachet d'un bon millésime, et là, au 3e verre, vous commencez à vous réveiller et attendre le 4e. Donc, mais parce que l'expérience montre que plus le vin est délicat, la caractéristique du vin qu'on appelle la finesse, la complexité, si vous voulez, moins il lasse le palais. Et alors bien sûr, si vous en buvez beaucoup, vous allez avoir les mêmes conséquences et vous allez être sous complètement. Mais c'est très différent. Donc on peut dire, alors le problème, c'est que faire un vin de cépage, c'est assez bon marché. Surtout si on le fait sur des terres faciles à cultiver, avec des vendanges mécaniques et cultures mécaniques comme en Australie, avec de l'irrigation, donc des gros rendements, 100, 150, voire 200 hectos à l'hectare, alors que dans les appellations contrôlées en France, c'est entre 40 pour les grands crus et 60 hectos à l'hectare. Évidemment, ça ne donne pas les mêmes résultats, ça ne peut pas donner des vins qui ont le même prix, et surtout, à 200 hectos à l'hectare, vous ne pouvez pas avoir de finesse. C'est pourquoi les Beaujolais qui sont produits à plus de 100 hectos à l'hectare, malheureusement, les Beaujolais nouveaux, sont assez détestables. Et en plus, comme ils ne sont pas bien faits et qu'il y a des additifs, vous pouvez avoir mal à la tête si vous en abusez le soir de la sortie du Beaujolais nouveau. Le résultat, c'est qu'ils n'en vendent plus et qu'ils arrachent toute leur vigne, ce qui est absurde, puisqu'ils ont cassé la poule aux œufs d'or. Donc des vins de cépage, il y en a partout dans le monde,
et ils sont relativement bon marché, relativement accessibles. La deuxième étape, mais c'est une étape pour laquelle il faut avoir cultivé son palais, avoir appris à boire intelligemment, partager, écouter, parler de ce que l'on boit, c'est le vin de terroir. C'est-à-dire le vin de terroir, et c'est là où on touche au tourisme, c'est le vin qui vient de quelque part et qui a été fait par quelqu'un. Quand vous avez des exploitations, je ne sais pas, vous achetez du Jacob Creeks australien, ça vient avec des raisins qui viennent parfois de parcelles séparées par 500 km de route et on transporte le raisin dans des camions frigo, ça vient de nulle part. Ça vient de toute l'Australie, mais c'est le vin de cépage. Et ça vient de chez personne, puisque c'est une énorme entreprise où vous avez des milliers et des milliers de personnes qui travaillent. Il y a sans doute un œnologue en chef, mais ce n'est pas un vin signé. C'est un vin lambda, c'est le McDo, quoi. Finalement, bon, bien sûr que derrière McDo, au départ, vous avez quelqu'un qui a inventé le concept, de même que derrière le jeans, vous avez monsieur Lévi-Strauss, bon, très important, qui a pris du tissu français, qui s'appelait du denim, de Nîmes, et puis qui a fait ce vêtement qui est aujourd'hui devenu un vêtement culte dans le monde entier, mais entre parenthèses, vous avez sans doute remarqué, d'ailleurs si vous leviez et qu'on examine vos jeans, on verrait qu'aucun n'est pareil. Quand j'étais étudiant, il y avait 2 ou 3 modèles, c'était le début de Wrangler, je crois, mais sinon c'était tous des Lévi-Strauss, ils étaient tous du même modèle. Mais on en achetait quand même. Et aujourd'hui, non seulement vous avez plein de modèles chez chaque fabricant, mais en plus vous avez la grande couture, la haute couture qui s'en est emparée et qui fait des jeans griffés à 500 € le jeans. Et puis vous avez surtout, ce qui est un bon exemple, et ça touche au vin, vous avez cet extraordinaire développement, je suis sûr qu'il y en a dans la salle, du jeans à trous. Le jeans à trous, c'est le jeans personnalisé. En fait, personne n'a le même trou que son voisin. Donc vous allez acheter un jeans qui aura vos trous, et en plus vous pouvez en rajouter. Et en plus vous pouvez faire des reprises, vous pouvez mettre des pièces par-dessus. Donc vous arrivez, à partir d'un objet qui est vraiment le type même de l'objet mondialisé, vous arrivez à le personnaliser, ce qui montre bien que quand on chasse le naturel, il revient au galop. Et le naturel, c'est que chacun exprime sa personnalité dans sa façon de parler, sa façon de s'habiller, sa façon de manger, sa façon d'être. Et c'est ça qui rend la vie supportable. C'est justement cette extraordinaire diversité d'être tous ensemble, 7,5 milliards à la surface de la Terre, mais d'avoir chacun notre personnalité et de ne pas être soumis au diktat d'une uniformisation qui procure de l'ennui, et vous savez, l'ennui, ça n'aboutit pas à grand-chose. Les peuples qui s'ennuient, ils descendent dans la rue très vite. Donc il ne faut pas s'ennuyer, donc il faut vivre dans la diversité. Et le vin de terroir, c'est précisément une magnifique expression de la diversité. Alors la France a une grande antériorité dans les vins de terroir, puisque c'est en France que se sont réellement créés des vignobles à partir du Moyen-Âge, il y en avait dans l'Antiquité, mais parlons de la France à partir de l'an 1000, des vignobles dans lesquels on a fait un choix d'un ou de plusieurs cépages et un choix d'une méthode ou de plusieurs méthodes de vinification, et on a essayé de faire des vins différents de ceux du voisin. Pour des raisons qui tiennent à l'environnement, il est sûr que le climat de la Champagne n'est pas le même que celui du Bordelais ou du Languedoc, pour des raisons qui tiennent au commerce. Si tout le monde fait exactement le même produit dans une région, à moins qu'il ait une image extraordinaire comme la Champagne et qu'on puisse en vendre des centaines de millions de bouteilles dans le monde chaque année, et encore, vous avez remarqué que chaque maison de Champagne différencie ses cuvées, différencie son habillage, son étiquette, etc. Et vous avez là tout un travail de marketing derrière les bouteilles de Champagne qui n'est pas rien, pour donner aux gens envie d'en acheter. S'il n'y avait que je ne sais pas, la cuvée classique Moët et Chandon, les gens se lasseraient. Mais un jour, ils achètent du Moët et Chandon, le lendemain, ils achètent du Moum, du Veuve Clicquot, etc. Et puis chaque maison essaye d'avoir une image qui est une image positive et qui est la marque de sa personnalité. Mais le vin de terroir, c'est une surprise constamment renouvelée. Prenons un exemple qui date justement du XIe siècle. Le premier grand cru français, qui s'appelle le Clos de Vougeot. C'est en Bourgogne, c'est situé entre Dijon et Beaune. C'est un clos qui fait 50 hectares et qui a été constitué patiemment, sur 2 siècles environ, par la plus grande abbaye de la région, qui est l'abbaye de Cîteaux. Enfin, la plus ancienne est Cluny, mais Cîteaux, qui a été la concurrente de Cluny, donc qui est à quelques kilomètres du Clos de Vougeot, dans la plaine, a constitué
ce domaine, et les cisterciens avaient une particularité, c'est qu'ils devaient travailler la terre, et qu'ils ont fait du travail de la terre une sorte de louange, de prière. La devise, c'est « orare et laborare », prier et travailler avec ses mains, travailler la terre. Donc, bien cultiver la vigne, c'est bien sûr un moyen d'avoir des ressources pour l'abbaye, mais c'est surtout une sorte de louange à Dieu, parce qu'on essaye de faire le meilleur vin possible. Non seulement pour la messe, mais aussi pour les hôtes, puisque ces abbayes sont les hôtelleries du Moyen-Âge, et que tous les pèlerins qui vont à la croisade, qui vont à Jérusalem, ou qui vont à Rome, ou n'importe où, à Compostelle, s'arrêtent, surtout s'ils ont un peu d'argent, dans les abbayes, font des dons. Et donc ce Claude Vougeot est né de cette idée-là. Mais les moines, et ça c'est vraiment intéressant de l'analyser en détail, d'autant plus qu'aujourd'hui c'est vraiment un des paysages les plus emblématiques de toute la viticulture mondiale, les moines ont voulu en faire une sorte de laboratoire de la haute qualité du vin. Donc c'est eux, par exemple, qui ont supprimé le complantage de la vigne et des arbres fruitiers. C'est eux qui ont eu l'idée d'entourer le clos de murs pour empêcher les animaux d'entrer. Les animaux qui étaient en semi-liberté, beaucoup de cochons, des chèvres, des moutons, etc., des animaux sauvages, et qui, évidemment, faisaient des dégâts aux vignes. C'est eux qui ont eu l'idée de choisir le cépage idoine pour le sol en question. Et c'est eux qui ont sélectionné le pinot noir et qui ont décidé de ne plus mettre plusieurs cépages dans le même clos, mais uniquement un seul cépage, parce que c'est ce cépage qui donnait les meilleurs vins. Ailleurs, ce sera le chardonnay, etc. Et après, les ducs de Bourgogne et les rois de France vont suivre cet exemple. Il y a un édit du XIVe siècle très célèbre de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, qui dit dans tous mes clos, il en a plusieurs en Bourgogne, vous arracherez tous les plants de gamay, déloyal gamay, que vous trouverez, pour mettre en valeur le pinot qui donne les meilleurs vins possibles. Donc ce clos de Vougeot, 50 hectares, qui est devenu Grand Cru au moment des appellations contrôlées, qui donne l'un des meilleurs vins de Bourgogne. Après la Révolution, bien sûr, l'abbaye a disparu, ça a été vendu, mais c'est resté entre les mains d'un seul propriétaire jusqu'à vers 1880. Après, ça a été partagé. Et aujourd'hui, il y a 80 propriétaires. Donc ce clos, c'est 80 parcelles qui chaque année font 80 vins différents de la même appellation. Et aucun de ces vins n'a le goût de son voisin. Parce que ce n'est pas tout à fait le même sol, le haut, le bas, l'est, le sud, le nord, etc. Ce n'est pas tout à fait la même exposition, le même microclimat. Sur 50 hectares, il y a des micro-variations. Et surtout, ce n'est pas la même façon de cultiver la vigne et de vinifier. Donc vous retrouvez le talent des vignerons dans le goût du vin. Et donc c'est une expérience pour l'amateur. Évidemment, c'est pas si vous emmenez quelqu'un qui n'a jamais bu de vin et que vous lui expliquez ça et que vous lui fassiez goûter les 80 vins du Clos de Vougeot, il va être affolé, il va rien comprendre, exactement comme si vous aimez tel morceau de musique classique, vous achetez 80 disques, ça doit bien se trouver pour certains, vous achetez Don Juan de Mozart, vous allez bien trouver 80 interprétations en prenant les vieilles et les nouvelles. Et si vous écoutez tout ça, bon, si vous n'êtes pas un grand amateur de Mozart, vous allez vous ennuyer. Mais à partir du moment où vous aimez et où vous avez l'oreille musicale, à ce moment-là, vous allez préférer telle interprétation plutôt telle autre. Et puis surtout, vous allez préférer aller à l'opéra directement, en vrai, voir une véritable mise en scène, de vrais chanteurs, et c'est là où vous aurez les impressions les plus fortes, parce que c'est là où il peut y avoir une atmosphère électrique, où le chanteur, face à une salle qui est ébloui, va donner le meilleur de lui-même, exactement comme un vigneron qui a une clientèle éclairée, qu'il connaît dans le monde entier, va essayer de se dépasser chaque année, quels que soient les aléas climatiques. Au point même, ça existe partout en France, et même dans certains pays étrangers pour certains domaines, de ne pas mettre sur le marché les vins de tel millésime, parce que c'est un mauvais millésime. Ça va arriver à Bordeaux, dans plusieurs châteaux, pour le 2013, qui était un millésime médiocre. Et donc la plupart des grands châteaux de Bordeaux vont mettre sur le marché très très peu de vin et le reste va être déclassé. Parce que sinon, maître du château Latour à 800 €, qui est un vin moyen, c'est quand même se fiche du monde. Et on en est parfaitement conscient. Pour ne pas casser la poule aux œufs d'or, pour ne pas tuer la poule aux œufs d'or, eh bien on met quelques milliers de bouteilles de ce qu'il y a de meilleur dans un millésime médiocre. Alors à partir du moment où on a compris toutes ces nuances
qu'en Bourgogne, il y a des dizaines et des dizaines d'appellations différentes. Que vous changez de commune, c'est pas le même goût du vin. Vous changez à l'intérieur de la commune de parcelle, c'est pas le même goût. Hein, vous avez à Vosne-Romanée, vous avez 9 grands crus. Je peux vous assurer que quand vous les dégustez, l'Échezeaux, le Grand Échezeaux, la Romanée Saint-Vivant, la Romanée Conti, la Tâche, etc., n'ont pas du tout le même goût. Même millésime, même propriétaire. Mais parce que c'est des différences de terroir. Donc là, quand vous avez commencé à comprendre cela, sans aller jusqu'à des vins qui sont hors de prix, mais quand vous avez commencé à comprendre que les vins sont tous différents et qu'ils sont représentatifs d'un environnement, d'un paysage, d'une culture, d'une tradition historique, de la personnalité d'un vigneron. Le jour où vous comprenez ça, c'est une découverte extraordinaire que quand vous rencontrez un vigneron, si vous aimez le vin déjà, mais vous rencontrez un vigneron qui vous fait boire son vin et que ça vous fait une forte impression, eh bien sûr, vous aimez le vigneron aussi, surtout si le vigneron vous a bien accueilli. Et donc, à chaque fois que vous achetez 12 bouteilles, vous mettez ça dans votre cave et vous sortez ça au fil des mois. Et quand vous ouvrez une bouteille, vous fermez les yeux et vous voyez le paysage, vous retrouvez le moment que vous avez vécu avec ce vigneron, vous voyez le vigneron, vous l'entendez pratiquement, et donc vous avez un concentré de personnalité. De même, c'est pour ça que les salons du livre sont utiles aussi, parce que les auteurs, il y a des auteurs qui aiment bien rencontrer leurs lecteurs, et à partir du moment où un lecteur a rencontré l'auteur et qu'il a pu échanger quelques mots avec lui, enfin pour les auteurs qui sont sympathiques et qui ont envie de parler, eh bien on a fidélisé le client. C'est-à-dire qu'il achètera le prochain livre et les prochains livres, et à chaque fois qu'il lira un livre, il dira « mais oui, mais ça me rappelle », etc. Puis il m'a adressé la parole. Et donc il y a quelque chose qui est de l'ordre du sentiment. Et je trouve que là, on touche à l'essentiel en matière de tourisme. C'est-à-dire qu'il faut viser, je pense, et c'est le seul avenir du tourisme, il faut viser un tourisme dans lequel on éprouve des sensations qui sont des sensations uniques. Et si on retourne au même endroit parce qu'on a aimé, on n'aura pas exactement la même sensation, parce qu'on n'aura pas vu exactement les mêmes gens. Donc il faut, je trouve que, et si la France ne fait pas cela, qui va le faire? Il faut qu'on sorte de la recherche d'un tourisme stéréotypé qui rentre dans des cases, qui rentre dans des moules, et il faut au contraire permettre à chacun de pratiquer un tourisme qui va l'enrichir et qui correspond à ce qu'il attend, à sa personnalité. Et en matière de vin, c'est cela. Parce que si vous aimez aller vous promener dans les vignobles, eh bien vous n'aurez pas du tout la même impression en allant dans la vallée du Douro en Espagne, dans le Chianti en Italie, en Toscane, ou dans le Barolo, et puis dans les Côtes-du-Rhône, et puis en Alsace, etc. À chaque fois, ce sont, naturellement, vous pouvez partir du vin, des vins très différents, qui ont des goûts très différents, mais des paysages extraordinairement différents, des méthodes de travail très différentes, une architecture différente, et aussi, parce que l'un ne va pas sans l'autre, à partir du moment où vous entrez dans le monde du vin, vous entrez dans le monde de la gastronomie au sens large, et le vin ne peut pas se boire tout seul en grande quantité. Vous pouvez déguster un petit peu, mais si vous buvez du vin, ça vous tombe sur l'estomac, et là, à ce moment-là, le vin contenant une proportion d'alcool qui varie entre 10 et 14 degrés, ça vous rentre directement, ça passe dans le sang, et là, vous pouvez entrer en état d'ébriété, c'est idiot. Tandis que si vous buvez raisonnablement, mais en mangeant, non seulement vous ne tomberez pas dans l'ébriété, mais en plus, vous allez doubler votre plaisir parce que, et c'est vraiment une spécificité française qu'on a fait reconnaître par l'UNESCO au patrimoine immatériel de l'humanité, la gastronomie française, un de ses aspects, une de ses facettes majeures, depuis 2 siècles à peu près, c'est le mariage d'un mets et d'un vin. Il y a un livre que vous connaissez sans doute, sinon je vous recommande de le lire, c'est un peu mon livre de chevet depuis très longtemps, qui s'appelle « La physiologie du goût » de Brillat-Savarin, qui est un livre magnifique, écrit en 1825 par un magistrat originaire du Jura, et qui était à Paris, et qui était vraiment un gastronome, et très généreux, qui invitait constamment ses amis, leur faisait la cuisine, ou leur faisait faire la cuisine, sortait des très bons vins. Et quand on lit « La physiologie du goût », qui est un livre écrit l'année de sa mort, vraiment comme à la demande de ses amis, quand est-ce que tu vas nous l'écrire, tout ça, tu nous racontes plein de trucs, il faudrait que tu le mettes noir sur blanc. Et donc il écrit ce livre, ce qui est un peu en désordre, mais dans lequel vous avez plein de mentions, d'émotions éprouvées par Brillat-Savarin à la dégustation d'un certain vin avec un certain lait. Et ça, c'est vraiment la fondation de quelque chose qui, donc ça a 2 siècles, qui s'est de plus en plus perfectionné et raffiné, jusque dans les années 90, disons.
Depuis 1990, il y a une mode de la cuisine déstructurée, un peu comme les romans de Marguerite Duras. Vous avez le sujet d'un côté, le verbe là, le complément de l'autre côté. Et donc vous avez des brimborions de nourriture dans l'assiette avec des petits bouts, des petits pois ici à gauche, une fleur de pensée à droite, un petit bout de bar comme ça, une queue de crevette dans l'autre coin de l'assiette. Et donc ça, tout ça est très joli à voir, hein, c'est magnifique, sauf que vous n'avez aucun goût, comment dire, synthétique en bouche, et que servir un vin avec ça, c'est pas possible. Enfin, si, vous pouvez toujours le faire, mais vous n'arrivez pas à créer cette harmonie qui est une des expressions les plus nobles de la gastronomie. Et donc ça aussi, quand on fait du tourisme dans les vignobles, il faut qu'on puisse, si on veut que ça marche, il faut pouvoir manger des produits qui sont, ou des plats de tradition locale, voire réinventés, ou de tradition non locale, mais qui s'harmonisent avec les vins de la région. Et là, vous avez, c'est quelque chose qui n'est pas totalement neuf en France, le tourisme gastronomique en province date en gros de l'époque de l'automobile. C'est au moment où les gens de la bonne société parisienne ont commencé à avoir des automobiles pour aller en vacances, soit au sport d'hiver, soit sur la Côte d'Azur, qu'ils ont traversé la France en voiture et qu'ils avaient besoin de s'arrêter et qu'ils faisaient des bons repas. Et si vous regardez les vieux guides Michelin de l'entre-deux-guerres, vous voyez que tous les restaurants étoilés, en gros, ils sont le long des routes nationales et vous avez un boulevard de restaurants étoilés qui correspond au faisceau national 6 et national 7. D'ailleurs, le PLM, là, c'est plein de restaurants étoilés et tous les gens, les artistes, les écrivains, les hommes d'affaires, enfin les familles, etc., qui descendaient vers le midi, faisaient halte un peu partout. Malheureusement, d'ailleurs, ils buvaient un peu trop, et vu le nombre d'accidents, le nombre de célébrités qui sont mortes sur les routes allant vers le midi est considérable. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces restaurateurs qui pouvaient avoir accès à une clientèle très fortunée et très exigeante, eh bien, ont essayé de prendre le patrimoine de recettes locales et de le magnifier et d'en faire des plats de très haute cuisine. Bon, quelques exemples pour illustrer mon propos. Donc, en Bourgogne, vous avez la famille Lorrain à Joigny, vous avez la famille Menot à Vézelay, vous avez la famille Dumaine à Saulieu, qui a été racheté par Loiseau, et aujourd'hui qui est tenu par Madame Loiseau. Vous avez l'Ameloise à Chagny, puis vous avez la mère Brasier à Lyon, et puis Bocuse et toute la famille des grands cuisiniers lyonnais, plus Georges Blanc qui est tout près de l'autoroute, de la route et de l'autoroute. Puis après, vous avez Fernand Point à Vienne, puis vous avez Lousteau de Beaumanière en Provence, qui a magnifié la cuisine provençale et qui en a fait une très haute cuisine. Puis on arrive sur la Côte d'Azur et vous arrivez à la Napoule chez Houtier. Et tous ces cuisiniers, j'en cite, alors ils sont de plusieurs époques, mais tous ces cuisiniers qui ont œuvré entre 1930 et aujourd'hui, eh bien tous ont eu à cœur de mettre en valeur les vins de leur région. Personne ne connaîtrait le Condrieu, un des plus grands vins blancs de France, produit au sud de Lyon, sans Fernand Point. Personne ne connaîtrait le Gigondas et le Châteauneuf-du-Pape aussi bien que maintenant sans Lousteau de Beaumanière. Personne ne connaît, et Pic à Valence. Personne ne connaîtrait aussi bien les Grands Bourgognes sans Alexandre Dumaine, qui a fait connaître vraiment, parce qu'il a choisi chez les meilleurs viticulteurs les meilleures cuvées, il a fait déguster ses vins à ses clients dans son restaurant à Saulieu, et après les gens en ont acheté. Donc, etc. Donc vous avez là un phénomène d'alliance entre la gastronomie solide et le vin qui a beaucoup progressé au XXe siècle, jusqu'à ce que des cuisiniers, il n'y en a pas beaucoup, mais quelques-uns, se décident à faire des études d'œnologie. Le premier, c'est Alain Saint-Drins, qui prend sa retraite cette année et qui est place de la Madeleine, qui est le premier à avoir fait vraiment des études d'œnologie et à avoir proposé, il y a 30 ans, à ses clients, des cartes avec des menus, un mets, un vin. Donc 5 plats, 5 vins différents, servis au verre. Mais d'autres sont excellents dans ce domaine-là. Malheureusement, il y a un certain nombre de nouveaux cuisiniers dont l'ego est très surdimensionné, qui veulent absolument faire des plats créatifs du genre de ceux que j'évoquais tout à l'heure, et qui ne s'intéressent absolument pas au vin, ce qui est quand même infiniment dommage. Alors, bien manger quand on se promène dans les régions de vignobles, c'est bien. En Alsace, par exemple, il y avait cette tradition du bien manger, les auberges de campagne, dans les villages du vignoble alsacien, presque intégralement détruits
ce qu'on ne devine pas aujourd'hui tellement c'est bien reconstruit, pendant la Seconde Guerre mondiale, surtout la région de Colmar, à cause de la poche de Colmar. Et l'Alsace est la première région viticole à avoir créé une route des vins. Et par chance, en Alsace, il y a les traditions de Weinstube et d'auberges où l'on mange magnifiquement bien, pas trop cher, de manière assez riche, il faut le reconnaître, et une cuisine qui va très très bien avec les vins d'Alsace. Donc, en Alsace, on a le bon exemple d'une alliance entre la gastronomie, puis une famille qui a tiré tout ça vers le haut, c'est la famille Eberlin à Illhausern, donc l'auberge de Lille, qui a tiré cette cuisine alsacienne vers les sommets, et en même temps qui a encouragé un certain nombre de vignerons, qui sont des amis de cette famille d'ailleurs, à faire des cuvées exceptionnelles. Et donc c'est de ce mariage du vin et de la gastronomie qu'est née la réforme des grands crus en Alsace. En Alsace, vous avez 50 grands crus, qui sont en général les versants exposés au sud des petites vallées perpendiculaires aux vignobles, et où vous avez les vins exceptionnels, qui sont des vins de gastronomie. Donc les Alsaciens ont accueilli des visiteurs, touristes. Comme en Alsace, on a une tradition aussi de la propreté dans les hôtels, du bon accueil, du confort, etc., des oreillers de plumes et tout ce qu'il faut, des couettes, eh bien, les gens sont restés dormir, ils ont été enthousiasmés de cet accueil alsacien, en plus un peu exotique, puisque c'est une province qui ne parle pas la même langue, etc. Donc ils ont beaucoup joué de ça, les Alsaciens. J'avais fait faire, je fais une petite parenthèse, une maîtrise il y a longtemps, sur la géographie du géranium. Une étudiante qui s'intéressait aux fleurs, j'ai dit, faites une géographie du géranium en France, et essayez d'expliquer, parce que moi, je n'avais jamais lu ça nulle part, pourquoi il y a tant de géranium aux fenêtres en Alsace. Donc elle a cherché, elle a interrogé les pépiniéristes, les vieux, et elle a trouvé que ça datait des années 1950. Les Alsaciens, région du vignoble, région détruite, avec beaucoup de difficultés pour reconstruire, etc., remettre l'économie sur pied, ont décidé de développer le tourisme, entre autres, hein, ils ont aussi développé l'industrie, etc. Donc ils ont reconstruit leur maison, jolie, et ils sont allés voir ce que faisaient les Suisses. Et ils ont vu que les Suisses mettaient des géraniums partout à leurs fenêtres, mais pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'esthétique. C'est tout simplement que quand vous avez des géraniums sur votre balcon, ça chasse les mouches. Et en Suisse, il y a beaucoup de vaches. Et donc ça empêche les mouches d'entrer dans les maisons. Et ils ont trouvé que c'était magnifique, donc ils ont dit on va faire pareil. Et on a commencé, des pépiniéristes se sont lancés dans la culture du géranium en grand. Donc l'Alsace est couverte de géranium, mais pour des raisons purement esthétiques. Et ça marche très bien. Donc du bon vin, de très belles vignes, très bien entretenues, beaux paysages, de jolies maisons, la forêt vosgienne derrière, des repas magnifiques et pas trop chers, des hôtels confortables, douillets, avec d'accortes servantes, etc. Voilà, c'est cette petite mayonnaise qui est le secret de la réussite de l'œnotourisme en Alsace. Première région française à avoir fait de l'œnotourisme. Alors, à cette même période, d'autres régions ont développé l'œnotourisme. C'est la vallée du Rhin, hein, la Rheingau. Là, il y a des villages absolument magnifiques, hein, des châteaux, Johannisberg, etc. Plus la tradition du Rhin héroïque, Wagner, et tout ce que vous voulez, les traditions des vieilles légendes allemandes, et des paysages extraordinaires. Un peu moins de gastronomie raffinée, encore qu'on peut manger bien en Allemagne, faire attention à ce qu'on choisit. Puis ensuite, la vallée du Danube, donc entre Vienne, Salzbourg, etc., où vous avez aussi des vignobles magnifiques, des paysages splendides, une tradition de l'accueil, comme dans tous les pays germaniques, réussite splendide. Et puis, beaucoup plus récent. Alors, en France, il y a la Champagne qui a développé l'œnotourisme, même avant l'Alsace, mais d'une façon très particulière. En fait, c'est Mercier, vous connaissez le champagne Mercier, qui dès la fin du 19e siècle, à partir du moment où il y a eu le chemin de fer, a essayé de faire venir des groupes de touristes à Reims pour leur faire visiter les fameuses caves qui sont d'anciennes carrières. Et avec un petit train, chez Mercier, il y a un petit train, et puis il y a un foudre en bois qui a été présenté à l'exposition universelle de 1900 et qui est absolument gigantesque. Donc on est venu voir les caves de Champagne. Et c'est vrai que quand on a visité une cave en Champagne et qu'on a bu du vin, eh bien, on a tendance à rester fidèle à la maison qui vous a reçu. Et c'est comme ça qu'on accroche les clients. Et surtout, les Champenois, depuis le XVIIIe siècle, ont un art extraordinaire, et je dis ça pas méchamment, hein, d'autant qu'on n'est pas loin de la Champagne, et qu'il y en a peut-être dans la salle, un art extraordinaire
de faire savoir. Ils savent faire le champagne, c'est pas si simple que ça. Aujourd'hui, c'est moins difficile parce que avec le réchauffement du climat, il y a besoin de mettre moins de sucre. Pendant très longtemps, il n'y avait pas assez de degrés, les raisins ne mûrissaient pas. Là, aujourd'hui, on a des raisins bien mûrs, mais on les récolte un peu avant la totale maturité pour avoir de l'acidité. Donc, on sait parfaitement faire des très bons champagnes aujourd'hui. Mais ils ont réussi à vendre du vin, parce qu'en fait, c'est jamais que du gaz carbonique. Bon, obtenu par un certain procédé, mais c'est du gaz carbonique dans du vin blanc, avec un habillage doré, et on vous vend ça entre 20 et 200 € selon les cuvées. 20, c'est pas extraordinaire, enfin, on en trouve au moment de Noël, même à 10, je crois qu'on en trouve, ce qui est un scandale, parce que compte tenu du prix du raisin en Champagne, vendre du champagne à 10 €, c'est du dumping. Mais vendre un produit qui fait rêver tout le monde, qui fait rêver absolument tout le monde, offrir du champagne, comme vous savez, mais bon, quand j'étais petit, c'était vraiment rare, on en buvait 2 fois par an. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus fréquent, on en offre souvent, et si on offre du champagne à un étranger, il est enthousiasmé, parce qu'il a l'impression d'entrer dans un monde de rêve, enfin, pour reprendre Baudelaire, luxe, calme et volupté. C'est tout ça, parce que le champagne, c'est le symbole de la réussite, de la victoire, de l'amour, de tout ce qu'il y a de meilleur. Quand les Alliés sont arrivés à Paris en 1815, donc à la chute de Napoléon, ils ont fait une petite halte. Donc les Alliés, c'était les Autrichiens, les Russes, les Prussiens, etc. Ils déferlaient sur Paris. Ils ont fait une petite halte à Épernay avec une grande parade. Et là, ils ont fait une légère descente de cave où il s'est bu énormément de champagne, bien entendu, qu'ils n'ont pas payé. Et Claude Mouette, qui était l'un des fondateurs de la maison Mouette et Chandon, Claude Mouette a dit « Aucune importance, ce sont de futurs clients ». Et il a raison, puisque aujourd'hui encore, les grands marchés du champagne, c'est l'Allemagne et c'est la Russie. Et aujourd'hui, tous les étrangers qui viennent visiter la Champagne sont enthousiasmés. Alors, en dehors des caves des grandes maisons, la gastronomie n'était pas très développée en Champagne et les paysages, malheureusement, ne sont pas extraordinaires parce que la Champagne a été très détruite pendant la Première Guerre mondiale. Donc, ce sont des villages reconstruits qui n'ont pas toujours un charme fou. Mais les maisons de Champagne dans lesquelles on élabore le champagne sont souvent très 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 intéressantes, et il y a un projet de classement des coteaux et maisons de Champagne au patrimoine de l'UNESCO, mais pas le patrimoine immatériel, c'est le patrimoine culturel. De même qu'il y a un projet de classement des climats de Bourgogne, c'est-à-dire de tous ces micro-terroirs conjoints. Et sans doute les 2 dossiers vont être déposés ensemble l'année prochaine. Alors d'autres régions dans lesquelles il y a eu de très gros efforts de fait, c'est le Bordelais, mais beaucoup plus tard. À Bordeaux, les châteaux ne se visitent pas facilement, sauf si vous êtes un grand client, un négociant ou un sommelier de grands restaurants. Dans beaucoup de châteaux, vous ne pouvez pas rentrer facilement. C'est vraiment réservé aux happy few, surtout dans les grands châteaux. Mais il y a un certain nombre de châteaux moins réputés qui ont misé sur la vente aux particuliers, sur l'accueil des particuliers, et qui ont monté des structures d'accueil à côté. Je pense à un château qui n'est pas un premier grand cru classé, qui est un 3e ou un 4e, qui est Lingebage à Margaux. Ça vaut vraiment la peine d'aller voir Lingebage si vous y allez, parce que Lingebage, c'est un château qu'on peut visiter. Le bâtiment lui-même n'est pas extraordinaire, mais à côté, alors là il faut casser votre tirelire, le propriétaire, M. Caz, a ouvert un restaurant pour lequel il a eu 2 étoiles au Michelin. C'est le restaurant où sévit longtemps Thierry Marx. Et puis surtout, il a racheté les maisons pratiquement en ruine du hameau et il a réinstallé des boutiques. Il a fait venir un bistrot, une boulangerie, un boucher formidable. On vient de Bordeaux pour acheter de la très bonne viande jusqu'à Bages, ce qui fait quand même une trotte depuis Bordeaux. Et ce hameau est devenu très vivant. Il y a un hôtel juste à côté aussi. Donc on peut venir là, comprendre un peu ce qu'est le Médoc, la culture du Médoc, la tradition, les paysages, rencontrer les gens. Et ça, c'est une très très belle réussite. Dans un autre domaine, un peu plus au sud, à Arsac, il y a ce qu'on appelle la winery, en anglais dans le texte, qui est un immense bâtiment dans lequel on peut acheter tous les vins possibles du Bordelais. On peut manger à tous les prix, on peut sur le pouce ou un peu plus raffiné. Donc c'est plutôt sur le modèle anglo-saxon, c'est plutôt sur le modèle californien. Alors, d'autres régions qui ont fait de très gros efforts. Vous avez le Beaujolais, qui a des paysages magnifiques. Malheureusement, le vin a perdu de sa réputation, mais un négociant et viticulteur comme Duboeuf, dont vous avez entendu parler sûrement, Duboeuf a ouvert un village du vin à Romanèche-Torin,
avec des équipements très spectaculaires bon, comment dire, même les enfants peuvent comprendre ce qu'est le vin. Donc il y a des mannequins, il y a des films, il y a des maquettes, c'est très très bien fait, mais c'est pas de la haute culture, mais après tout, il en faut pour tous les goûts. Là, on comprend ce qu'est le vin. Les Côtes-du-Rhône commencent timidement à faire des efforts sur le no-tourisme, mais il y a encore beaucoup de retard. Je ne parlerai pas de la Provence, parce que la Provence a beaucoup de tourisme lié à son climat et à sa proximité de la mer, mais il n'y a pas de lien avec le vin. En fait, malheureusement, je n'engage que moi en disant ça, je vais sans doute vous choquer, je ne fais pas exprès, mais je vais sans doute vous choquer quand même. Je pense que les bons vins de Provence sont les blancs et les rouges. Or, malheureusement, tout le monde va en Provence pour boire du rosé. Et les Français, c'est un vin de débutant, le rosé aussi. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais c'est un vin qui est sans complexité, sans vraie finesse, même s'il y en a de correct et buvable. Mais c'est un vin qui ne vous procurera aucune grande émotion. Vous aurez le souvenir, si vous avez bu du rosé, d'avoir passé un bon moment avec des copains devant un barbecue dans le jardin, et vous avez bu le rosé parce qu'il était glacé et que vous aviez soif, ce qui n'est pas très bon parce qu'il vaut mieux boire de l'eau quand on a soif et boire le vin en quantité raisonnable et pas comme une boisson rafraîchissante, parce que quand il fait 35 degrés dehors, boire une bouteille de rosé, il faut faire la sieste après quand même, et surtout ne pas prendre le volant. Donc c'est dommage. La Provence, il y a d'excellents, merveilleux vins blancs et vins rouges, mais la Provence s'est un peu gâchée et surtout n'a pas développé de véritable œnotourisme. Le Languedoc est encore trop jeune comme vignoble de qualité, donc il y a très peu de no-tourisme en Languedoc, parce que c'était un vignoble de consommation courante. C'est le vin de la plaine. Et on a arraché le vin de la plaine seulement à partir des années 60. Maintenant, c'est à peu près terminé. On fait presque plus de 20 tables en Languedoc, enfin de moins en moins. Et on a replanté sur les coteaux, où là, vous avez des vignobles superbes à regarder. Terrasse du Larzac, Pic Saint-Loup, Minervois, magnifiques vignobles, avec une très belle architecture. Mais il n'y a pas de véritable tourisme. Vous ne pouvez pas loger, il n'y a pas de restaurant, c'est vraiment un peu dommage. Et d'autant plus que tout le monde s'accumule sur la côte, et là encore pour boire du rosé. Une région qui pourrait développer le no-tourisme et qui le fait trop peu, c'est le Roussillon. Je ne sais pas si vous connaissez la région de Collioure-Banyuls, qui sont des paysages sublimes qui mériteraient d'être au patrimoine de l'UNESCO, si on enlevait quelques verrues de béton qu'on a plantées un peu partout, qui sont des paysages en terrasse dans les schistes, mais pas facile de trouver un bon restaurant. À Banyuls même, j'en connais un, et encore, c'est fragile parce que le patron est âgé. Sinon, vous mangez de la nourriture méditerranéenne, lambda, sans âme. Alors que ce sont des vins, des paysages viticoles extraordinaires, des vins magnifiques, et qu'il faudrait bien lier les deux. Et qu'il y ait aussi des hôtels de charme, pas forcément de grand luxe, mais dans lesquels on puisse mieux comprendre ce qu'est ce paysage, ce qu'est ce vignoble. La Corse, personne ne va dans le vignoble, tout le monde va au bord de la mer en Corse. Personne ne va faire du tourisme dans le vignoble. Alors il y a des régions dans le monde qui ont développé des formes d'énotourisme très originales. L'Italie est extrêmement forte. Je trouve que la Toscane avec le Chianti et le Barolo en Piémont ont fait un travail exceptionnel avec énormément de structures d'accueil, petits restaurants, grands restaurants, châteaux, hôtels, vignobles magnifiques, accueil dans les exploitations. Et en Toscane, il y a beaucoup de maisons qui ne sont plus habitées en permanence, sortes de petits châteaux qui sont au milieu des domaines où on cultive la vigne et faut que j'arrête, c'est ça, non? Non. Où on fait de l'huile d'olive magnifique aussi, et on peut louer des appartements, donc des gîtes de grande qualité. En général, d'ailleurs, ce qui est la spécialité, c'est plusieurs familles. Vous louez une villa dans laquelle vous avez 3 ou 4 appartements, mais vous allez avec des amis, donc 3 ou 4 familles amies qui louent la villa complète, c'est formidable. Et alors là, vous pouvez avoir l'huile d'olive du lieu, le vin du lieu, et là, vous comprenez ce qu'est vraiment la Toscane viticole, le Chianti. Les autres régions d'Italie n'ont pas beaucoup développé cet œnotourisme. L'Espagne, alors, a fait un très gros effort, surtout le vignoble le plus célèbre, c'est la Rioja, en vin rouge. Et la Rioja, où il y a d'énormes vignobles, de plusieurs centaines ou milliers d'hectares, a développé, c'est la première région, avant même les États-Unis, qui a eu l'idée de faire des cuveries, je dis cuveries pour ne pas dire wineries, des cuveries à grand spectacle, en faisant appel aux plus grands architectes de la planète. Donc Frank Gehry, par exemple, pour Marquès de Riscal, Marquès de Caceres, etc. Donc c'est des bâtiments complètement extravagants, qui ont coûté fort cher, mais qui sont l'image de la maison. Donc on vient
certes pour voir le vignoble et boire le vin, et en acheter éventuellement, mais en même temps, on visite cette cuverie qui est une sorte d'œuvre d'art contemporain et qui participe à l'image. Et donc, alors il y en a plusieurs qui ont fait ça en Espagne, dans la Rioja. Aux États-Unis, il y en a quelques-uns aussi qui ont fait ça, mais surtout, c'est devenu la folie à Bordeaux. Alors à Bordeaux, tout le monde, tous les grands châteaux, surtout que les prix du Bordeaux ont tellement grimpé ces dernières années, donc tous les grands crus classés, tous ont fait appel aux grands architectes du moment pour se construire des cuveries extravagantes. Le premier château qui a fait ça, il y a 25 ans, c'est Lafite Rothschild, qui a fait appel à Beaufil et qui a fait le premier chai circulaire en béton, qui était une sorte de prouesse architecturale, et depuis tout le monde s'y met. Donc Ports-en-Parc au château Cheval Blanc, vous avez Wilmot au château Cos d'Estournel, tous les grands architectes récupèrent des contrats, donc c'est des investissements de beaucoup de dizaines de millions d'euros, voire centaines dans certains cas. Quand on voit l'argent qui a été dépensé, y compris le dernier qui vient d'être inauguré, c'est Mouton Rothschild, y compris dans les éclairages, avec des éclairages fantastiques. Évidemment, quand vous achetez la bouteille de vin, vous n'achetez pas l'éclairage, mais ça vous fait rêver. Donc vous avez cette idée que le vin, c'est un produit culturel et un produit de rêve. Par conséquent, il faut le mettre en scène. Et le meilleur moyen, c'est quand même de retenir les gens, les touristes, sur place et de leur montrer de très belles choses. Il y a des exemples en train de démarrer dans des pays où il n'y avait jamais eu de tourisme œnologique. C'est la Hongrie. J'ai visité récemment le vignoble de Tokaj, qui est en train de faire de très gros efforts sur l'accueil, la gastronomie, la qualité du paysage, et qui fait partie des 8 vignobles actuellement qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, parmi lesquels donc, vous avez Tokaj, vous avez la vallée du Danube, vous avez la vallée du Rhin, vous avez Saint-Émilion, vous avez le Cinque Terre en Italie près de Gênes, j'en oublie, enfin, et vous avez la vallée du Douro au Portugal, qui a fait de gros efforts ces dernières années, en particulier avec un produit très original, puisque ce sont des vignobles en terrasse le long de la vallée du Douro, c'est de faire visiter ces vignobles en bateau. Donc vous avez plein de bateaux de croisière sur le Douro, et on s'arrête, on emmène les touristes dans un domaine, en plus souvent ce sont de très beaux bâtiments, on montre le paysage, on l'explique, on fait déguster du Porto, et donc les gens enfin comprennent ce qu'est le Porto, et surtout les Français qui ne boivent que les plus mauvais Porto. Comme vous savez, les bons Porto sont bu par les Anglais ou par les Allemands, et pas par les Français qui achètent le bas de gamme. Pareil pour le Madère. Madère, c'est... Ah oui, c'est pas Madère, c'est le... si, c'est Madère qui est au patrimoine de l'UNESCO, je crois. Une des îles... ou Canaries, dans c'est Lanzarote, aux Canaries. Mais vous avez ces vignobles de Madère sur des pentes très fortes des volcans, avec cette végétation extraordinaire, la mer, c'est sublime. Et les vins sont extraordinaires. Les Français ne les connaissent pas, puisque les Français sont un tout petit peu trop chauvins. Donc il y aurait d'autres exemples à donner. Ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, et je terminerai par là, il y a un certain nombre d'événements aussi dans tous les vignobles, et ça c'est une très bonne idée, qui sont en général qui sont des inventions des syndicats de vignerons, liés parfois aux politiques locaux, et qui ont créé des événements pour attirer du monde et des journalistes et faire parler du vignoble et du vin. Donc je vous cite quelques-uns de ces événements. C'est la vente aux enchères des vins des Hospices de Beaune au cours des Trois Glorieuses, et ça attire il n'y a pas une chambre dans un rayon de 100 km autour de Beaune pendant ces Trois Glorieuses. C'est la percée du vin jaune, c'était il y a 15 jours, chaque année dans un village du vignoble jurassien différent, qui attire surtout des gens de Franche-Comté, mais qui est un événement extraordinaire là aussi, dans une région de haute gastronomie et mal connue en dehors de la Franche-Comté, comme les vins d'ailleurs. 80% des vins de Franche-Comté, du Jura, sont bu par les Francs-Comtois, ce qui est quand même dommage, alors qu'il y a là des vins qui ne ressemblent à aucun autre. Donc d'autres, vous avez le marathon du Médoc, vous avez plein d'événements de ce genre, qui sont des événements folkloriques ou néo-folkloriques, parfois avec une tradition ancienne. La vente des vins des Hospices est ancien, puisque c'est une vente de charité pour l'hôpital de Beaune, qui a été créé au XVe siècle. Donc, mais on a fait mousser un peu tout ça, vivre cette tradition. La confrérie du Tas de Vin, qui a son siège justement au château du Clos de Vougeot, est une confrérie néo-médiévale
qui n'a jamais existé au Moyen-Âge, créé en 1933 pendant une période de crise économique, crise de mévente des vins, c'est plus quoi faire des vins, donc il faut attirer des clients, donc on crée cette confrérie, puis elle invite des journalistes étrangers, elle invite tous les ambassadeurs qui sont en poste à Paris, et on fait connaître les vins de Bourgogne, puis après on crée des annexes, des antennes dans différents pays, aux États-Unis d'abord, en Angleterre, etc. Et donc du coup on fait la promotion des vins de Bourgogne. Et ça reste aujourd'hui un lieu très 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 vivant, même si ce folklore néo-médiéval peut dans un premier temps surprendre, en fait, c'est extrêmement vivant parce qu'ils ajoutent ils font vivre cette tradition, pourtant récente, mais de façon intelligente, et aujourd'hui en lui donnant un côté un peu plus artistique et intellectuel que naguère. Donc je crois qu'il y a en France, comme partout dans le monde, d'énormes possibilités de développement de l'œnotourisme. C'est estimé, selon une enquête d'octobre 2011, à 7 millions de personnes. Dont 5 millions de Français et 2 millions d'étrangers. Chiffre d'affaires estimé, 2 milliards 500 millions d'euros, et nombre de nuitées estimé, si on mettait en valeur complètement ce potentiel, 10 millions de nuitées. Il faut savoir aussi qu'évidemment, un touriste qui vient dans un vignoble, c'est un futur client. Hein, comme les Alliés arrivant en 1815, à partir du moment où ils sont venus, ils rachètent en général. Et donc, quand ils sont dans leur pays, ils achètent ce vin-là parce qu'ils le connaissent. Par exemple, en Bourgogne, les Japonais ont commencé à venir faire du tourisme en Bourgogne, c'était plus près de Paris que Bordeaux, dès les années 70, 1970. Aujourd'hui, vous vous promenez dans le vignoble bourguignon, vous avez des jeunes Japonais, 30 ans, partout avec leur appareil photo, leur sac à dos, ils prennent des photos de tous les vignobles, ils connaissent tout ça, ils ont leur guide des vins. Vous avez des fous de la connaissance du vin, mais qui sont des gens de 30 ans. Alors qu'il n'y en a pas beaucoup en France. Il y en a quelques-uns dans les clubs d'œnologie, souvent plus dans les grandes écoles que dans les universités, hélas, mais on a un très gros effort à faire de ce côté-là, mais pour ça, il faut éduquer. Et je pense que les Français ne pourront développer cette facette extraordinaire de leur image et donc de ce potentiel touristique qu'en éduquant déjà les consommateurs français. Il faut que les Français connaissent les vins, soient curieux des vins. Il faut que les jeunes s'intéressent aux vins, en commençant par des vins simples, mais même dans la catégorie vins de terroir, il y a des vins simples et pas chers. En Val-de-Loire, par exemple, vous avez des muscadets magnifiques. Il ne faut pas prendre le muscadet du négoce, mais vous prenez des muscadets de propriétaires. Pour 5, 7 euros, vous avez des vins fabuleux. Ou si vous aimez les vins moelleux et liquoreux, vous avez des Coteaux du Layon et des Bonzo qui valent 10 euros, 12 euros, qui sont extraordinaires. Vous avez des vins de Saumur. Saumur a petite réputation. Et pourtant, si vous choisissez, vous avez des vins magnifiques et très abordables. Donc, en Val-de-Loire, vous avez toute une rue, un boulevard de vignobles, très différents les uns des autres, et avec des paysages magnifiques, parce qu'en plus, tout ça est ponctué de châteaux, de musées. Voilà, il manque un peu d'hôtellerie, et il manque un peu de restauration simple. C'est pas très facile de manger à Chinon un dimanche, par exemple. Vous ne trouvez pas facilement un bistrot ouvert le dimanche à Chinon, c'est quand même dommage. À Saint-Émilion, vous en trouvez trop. Mais à Saint-Émilion, vous avez une accumulation alors de mauvais bistrots, de marchands de vin qui vendent les vins très 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 chers. Et là, c'est le patrimoine UNESCO qui a trop concentré les touristes sur ce village, alors qu'il faudrait les répartir dans les châteaux des environs. Mais il y a plein de propriétaires qui ne veulent pas recevoir les touristes. Voilà, donc j'ai parlé un peu en vrac, mais je pense qu'il y a là un potentiel gigantesque, mais que tout ça passe par l'éducation à la fois des vignerons, pas être seulement des bons vignerons, mais aussi des gens qui accueillent. Pareil pour ceux qui font du fromage, etc. Ce que j'ai dit là sur le vin, on pourrait le dire sur n'importe quel produit gastronomique. Il ne faut pas se plaindre que le fromage ne se vend pas. Il faut l'expliquer. Ce que les gens de Roquefort, par exemple, font très bien, aussi bien que les gens de la Champagne. Roquefort a une réputation mondiale et en partie liée au tourisme. Ceux qui passent près de Roquefort, les étrangers, veulent absolument aller visiter les caves. En plus, c'est extraordinaire, ces caves, ces grottes. Donc, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Si on veut vendre nos produits, il faut les expliquer et il faut généreusement se vendre nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est nous-mêmes que nous vendons, nous Français, producteurs ou pas, quand on essaye de vendre les produits gastronomiques solides et liquides. Et on nous attend là-dessus. Et je termine en disant, il n'est pas normal qu'on mange aussi mal sur les avions d'Air France, puisque plein de gens choisissent la compagnie Air France d'étrangers en se disant chic,
on va être sur Air France, qu'est-ce qu'on va bien manger, qu'est-ce qu'on va bien boire. Hélas, voilà. Pardon pour la flèche du parti. Et alors finalement, diriez-vous que le vin sert le tourisme ou le tourisme sert le vin? Je pense que c'est les deux, c'est pas contradictoire. Le bon vin dans un beau paysage, comme n'importe quel produit agricole dans un beau paysage, c'est très émouvant et ça attire du tourisme, surtout s'il y a de l'accueil sur place. Mais si les touristes viennent pour autre chose, par exemple parce qu'il y a un musée, une cathédrale, etc., une abbaye, n'importe quoi, un joli village, et qu'en plus il y a du vin, le tourisme va aider beaucoup à vendre le vin. Mais je pense que dans les régions où il y a de la viticulture et du bon vin, il faut vraiment que le vin soit au cœur de l'offre touristique. Alors traditionnellement, on a des questions dans la salle. Je vous en prie. Voilà. Donc on a un problème de micro. Si vous pouvez porter haut et fort votre voix, on vous entendra. Marie de la Place, je suis professeure à l'Université de Paris-Est de Marne-la-Vallée. Et je voulais poser une question particulièrement sur, vous avez évoqué sur les formes de l'eau-tourisme, et l'idée qu'il y a peut-être un retard de l'eau-tourisme en France, dans un certain nombre de régions. Est-ce que c'est réellement un retard de développement de l'eau-tourisme, ou est-ce qu'on peut considérer finalement qu'il y a autant de formes de l'eau-tourisme qu'il y a de vin sur les territoires, et que finalement, dans chaque territoire, on va associer le vin à différentes autres activités. Vous avez évoqué le paysage, vous avez évoqué l'architecture, vous avez évoqué la gastronomie. Mais finalement, on a des formes différenciées de l'eau-tourisme, et donc ce n'est pas nécessairement un retard de développement, mais des formes qui correspondent finalement à des ancrages territoriaux spécifiques. Non, je réponds au fur et à mesure. Alors oui, mais je pense quand même qu'il y a un trop grand décalage d'une région à l'autre. Donc j'ai parlé de l'Alsace parce que ça a été la première et que le vin est vraiment au cœur du tourisme le long des collines sous-vosgiennes, hein, le long de la route des vins. Mais la Loire, je trouve que c'est un crève-cœur de voir la Loire. Finalement, les gens viennent voir les châteaux, ils ne savent même pas qu'il y a du vin. C'est pas très facile de trouver du bon vin en Val-de-Loire. Il y a quelques châteaux à Chenonceau, je crois qu'on peut acheter un peu de vin à côté. À Valençay aussi, parce qu'il y a un vignoble qui a une appellation contrôlée, mais c'est pas si facile que ça. Les gens viennent en Val-de-Loire pour les châteaux, uniquement pour les châteaux. Ils font Chenonceau, Chambord, Chaumont, et crac, ils rentrent à Paris. Et ils ont mangé un sandwich. C'est un peu dommage, parce que il faut les retenir, les gens. Il faut les retenir. En Franche-Comté, il n'est pas normal qu'il y ait si peu de touristes, je trouve, dans le vignoble jurassien, qui est une splendeur. Beauté des paysages, beauté de l'architecture, vin magnifique, relativement bon marché, même très bon marché pour certains. Même le vin jaune, qui est le vin de prestige, finalement, pour 35 €, vous avez une bouteille de vin jaune, et comme c'est très concentré, on peut boire du vin jaune avec un vieux comté de 18 mois, une bouteille de vin jaune pour 6, vous payez une fin de repas exceptionnelle, vous n'avez plus besoin de dessert après ça. Un jour de fête, vieux comté, un vrai vieux comté de fruitière avec une bouteille de vin jaune, mais personne ne le sait, à part il y a très peu de connaisseurs. Donc je trouve que les Côtes-du-Rhône font des efforts, la Savoie fait des efforts, mais à la limite pas tellement de nos tourismes dans le vignoble. C'est les sports d'hiver qui ont sauvé le vignoble savoyard, parce qu'il y a quand même cette idée en France, heureusement encore, quand on se déplace pour faire du tourisme quelque part, on a envie de manger les produits du cru. Donc on va manger une tartiflette, qui est un produit un peu réinventé, mais avec une roussette de Savoie, avec un abîme, avec un apremont. Et aujourd'hui, vous avez des viticulteurs en Savoie, alors qu'il y a 40 ans, c'était vraiment pas terrible, qui font des vins exceptionnels. Mais il n'y a pas de tourisme dans le vignoble. Les Suisses, j'ai oublié de parler de la Suisse. Les Suisses ont magnifiquement développé le rapport paysage, tourisme, gastronomie. Vous avez un vignoble classé au patrimoine de l'UNESCO. Voilà, c'est le dernier que j'avais oublié. C'est le Lavaux. C'est la rive nord du lac Léman qui regarde vers le sud. Donc le Lavaux, c'est des vignes en pente comme ça, magnifiques. Le lac devant, le Mont Blanc quand il fait beau, et le Valais à l'arrière, c'est d'une splendeur absolue et des vins réellement de très grande qualité. Et puis un autre style avec une fête des vignerons qui est très ancienne, qui est la fête des vignerons de Montreux, qui attire énormément de monde. Mais vous avez le Valais, qui a un vignoble plus éclaté, des villages magnifiques aussi, et qui a très bien développé une forme de tourisme rural
dans lequel le vin a toute sa place. Mais est-ce que vous pensez que les acteurs de l'industrie vinicole ont conscience du pouvoir marketing du tourisme et est-ce qu'ils sont prêts à jouer l'attraction? Alors pas tous, mais il y en a, oui. Par exemple, en Champagne, bon, le tourisme était lié traditionnellement aux grandes maisons. Vous avez un des meilleurs viticulteurs champenois qui fait son vin lui-même, qui vend son champagne et qui le vend plus cher que ceux des grandes maisons, que les grandes cuvées des grandes maisons, qui s'appelle Anselme Sélos. Regardez ça sur Internet. Et Sélos, qui est un personnage extraordinaire, un peu fantasque, Sélos a eu l'idée d'ouvrir sur son exploitation des chambres d'hôtes, une structure de restauration extraordinaire. Vous en avez un aussi à Puligny-Montrachet qui s'appelle Leflève, Olivier Leflève, qui a ouvert d'abord un bistrot pour faire des casse-croûtes et accompagné de ses vins, et aujourd'hui un restaurant et des chambres d'hôtes. Donc il y en a qui sont conscients. Il y en a qui n'en ont pas conscience. Je trouve que c'est dommage parce qu'ils se privent de revenus complémentaires, de pouvoir garder leurs enfants à côté avec eux, par exemple. S'il n'y a pas de place, si l'exploitation est trop petite pour faire vivre plein de familles, on peut créer des activités complémentaires et en particulier recevoir des touristes. Et à ce moment-là, je vais prendre un exemple alors qui est vraiment pas un petit vigneron, une famille qui s'appelle Catiard. Ça va vous dire quelque chose. Catiard, ce sont des champions. Florence et j'oublie son prénom, peu importe. Catiard, ce sont des champions de ski des années 60, l'époque de Killy. Et lui était héritier de petits supermarchés dans la région Rhône-Alpes. Et ils ont créé tous les deux, après s'être mis à la retraite du ski de compétition, GoSport. Vous connaissez la chaîne de magasins GoSport, magnifique réussite commerciale. Et puis un jour, ils en ont eu assez, et vers 45 ans, ils ont dit on vend tout. On vend tout, ils ont vendu tous leurs supermarchés et tout GoSport. Donc ils ont eu un beau paquet d'argent, et ils ont acheté, sans doute un peu trop cher par rapport aux prix, ils n'ont pas été assez bien informés, on les a un peu arnaqués, mais ils se sont vengés après, le château Smith-au-Lafitte, qui est un des plus grands châteaux de l'appellation des Graves, Pessac-Léognan, près de Bordeaux. 70 hectares d'un seul tenant, de beaux chais, un beau château, et puis une chartreuse pour habiter. Et donc ils ont investi énormément d'argent pour relever ce vin qui était pratiquement à l'abandon, qui était un vin qui n'avait plus de qualité, qui était un cru classé, mais qui n'avait pas vraiment de qualité. Donc ils ont investi énormément d'argent, et puis ils avaient 2 filles. Ils ont toujours 2 filles. Et ils ont dit, il faut qu'on les aide à s'installer. Les filles avaient fait des bonnes études de commerce, ont épousé aussi des garçons qui avaient fait des études de commerce, et ils ont travaillé avec les parents, et ils ont commencé par ouvrir un hôtel sur le côté, avec un spa, et ils ont eu l'idée incroyable d'utiliser la pulpe de raisin pour faire des papouilles, vous savez, donc faire des bains de raisin, etc. Et ils ont créé la ligne de produits Caudalie, qui aujourd'hui gagne beaucoup plus d'argent que le château Smith-au-Lafitte. Et c'est parti de ça. Donc Caudalie, on vend spa, de la crème pour les fesses de bébé, etc., avec de la pulpe de raisin et tout ce que vous voulez, tout ça donnant bonne mine, étant parfaitement bio, et tout etc. Et c'est une réussite fabuleuse, la réussite des Catiards. Mais le tourisme joue un rôle très important, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle les sources de Caudalie, c'est un relais château. Vous avez une trentaine de chambres de très grand luxe, ça attire une clientèle du monde entier qui, enfin, vient vivre dans le vignoble. Auparavant, on allait dans le grand hôtel devant le théâtre de Bordeaux, et puis c'est tout. Personne ne venait faire du tourisme dans le vignoble. Donc ce sont des gens qui ils ont réveillé un peu quelque chose qui n'existait pas à Bordeaux. Vous aviez d'autres questions, je crois. Oui, j'avais une autre question sur donc, le vin est systématiquement associé à d'autres choses. Donc, dans le cadre du tourisme, l'intérêt du terme tourisme, déjà. Et puis, par ailleurs, le fait qu'il soit associé toujours à d'autres aménités, on va dire, sur le territoire, pose la question de la coordination entre le monde du tourisme et le monde du vin. Le monde du tourisme et le monde du vin, mais aussi le monde de la gastronomie, mais aussi le monde de l'architecture locale. Bien sûr. Donc, comment on gère finalement sur le territoire quand on fait une destination, dans une destination, on arrive à créer de la coordination entre ces différents mondes de manière à ce que l'on puisse produire vraiment un tourisme territorialisé. Oui, alors il y a dans certaines régions viticoles, vous avez des entreprises qui se sont créées de
de transport des touristes en petits groupes de vignoble en vignoble. La Bourgogne a fait ça depuis longtemps. C'est le Comité interprofessionnel des vins de Bourgogne qui a ouvert d'abord une école du vin. Et une école dans laquelle on peut apprendre professionnellement, mais on peut passer aussi 3 jours ou 5 jours pour apprendre à goûter les vins de Bourgogne. Et on vous promène, c'est beaucoup d'étrangers, mais il y a aussi des Français, c'est pas hors de prix, et on vous promène dans le vignoble, il y a des cours en salle, il y a des dégustations, et on vous promène dans le vignoble à la rencontre de vignerons qui acceptent de recevoir ces groupes. Donc en Bourgogne, il y a plein de petites entreprises comme ça qui ont 2 ou 3 minibus et qui promènent des touristes, souvent en lien avec les grandes agences qui font venir des Japonais, qui font venir des Américains ou des Anglais en France. Et c'est un tourisme alors un peu haut de gamme, mais qui marche très très bien. Et je pense qu'il y a place pour beaucoup d'entreprises de ce genre dans tous les vignobles. Et là, on peut trouver des vignerons qui acceptent de recevoir des groupes, d'autant plus qu'en général, les gens achètent quand ils y vont, ou ils commandent et ils font livrer chez eux. Donc le vigneron s'y retrouve. Un vigneron qui accueille bien ses clients, ce sont des clients, enfin les visiteurs, il s'en fait des clients définitifs. Le problème, c'est dans les régions où il y a trop peu de vin. C'est le cas de la Bourgogne, où malheureusement, les très grands vignerons qui font les meilleurs vins ont une demande tellement supérieure à l'offre qu'ils ne reçoivent personne et ils fonctionnent à guichet fermé sur allocation. C'est-à-dire que si vous êtes client, je sais pas, de M. Charlepin, vous avez le droit à 6 bouteilles de chez lui chaque année, en payant cher, dans lesquelles vous avez 2 Chambertin, un Gevrey, un Fissin, etc. Et vous avez votre allocation, vous l'achetez, c'est tout. Si jamais il y a une place qui se libère, vous pourrez peut-être passer à 12. Mais c'est des gens qui ne reçoivent personne parce qu'ils ont une telle aura, telle célébrité qu'ils ne reçoivent plus. Ça, c'est le problème de la limitation de la production par rapport à la demande. Une dernière question. Bon, bah écoutez... En tout cas, merci. Pour la jeune génération qui est là, buvez du vin, s'il vous plaît. Arrêtez de boire des prémix, arrêtez de boire des saletés. Mais avec modération, dit-on. Ah ben, évidemment, toujours avec modération. Toujours avec modération. En tout cas, merci pour ce voyage touristique à travers les vins. Et puis, effectivement, comme vous le disiez, c'est une invitation au voyage, mais au voyage des papilles. Merci beaucoup.